C'est parti? Allez, go. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce webinaire avec TeamsFox sur la partie sécurisation M365 et la gouvernance de ces données. Donc déjà, tout d'abord, merci à TeamsFox de m'accueillir pour ce webinaire. Euh, je vais commencer déjà par me présenter. Je suis Clément Séraphin, je suis architecte sur la partie M365. Je suis aussi MVP sur la partie Microsoft 365. Le webinaire est record, vous pourrez retrouver le QR code. N'hésitez pas à aller me voir sur LinkedIn si vous voulez voir plus d'infos sur mon activité. On va attaquer avec l'agenda, quatre petits points. La première chose dont on va parler, c'est la partie management des permissions dans Microsoft 365. Après, on va enchaîner sur l'impact sur la gouvernance des données. Donc, comment ces permissions peuvent vraiment aider à la gouvernance des données. On va après aller voir du côté TeamsFox. En fait, ils ont une partie qui est TeamsFox Automated Governance qui va nous aider justement sur cette partie de gouvernance des données. Et on terminera avec le aller plus loin. On fera un shift sur la partie gouvernance des data pour Copilot. Donc, le management des permissions de M365, pour commencer un peu, qu'est-ce qu'on va parler? Donc, quand je parle de permissions, la chose qui est importante, c'est aujourd'hui, c'est le Zero Trust. C'est une chose qui est vraiment au goût du jour, hein. On en parle partout à toutes les sauces. Le Zero Trust, en fait, se décline sur plusieurs axes, donc identité, endpoints, application, network, infra et data. Et donc, en fait, j'ai retenu, donc il y a les trois grands principes. Verify explicit, qui est vraiment de toujours vérifier qui est derrière quoi. Euh, D'avoir toujours le principe du least privilege, donc de ne donner juste ce qu'il faut de permission pour ce qu'il faut de temps. Donc, just enough access, just in time en anglais. Et donc voilà, le validate who access what. Donc vraiment valider qui a accès à quoi. Et toujours derrière, on va avoir cette partie de real-time monitoring. Ça rentre aussi dans le concept du assume breach, qui est vraiment de se dire, voilà, on va monitorer et regarder ce qui se passe. Si ça passe, ça passe. Dans tous les cas, comme on dit, ça, malheureusement, ça, à la fin, ça passera, mais il faut toujours avoir cette partie de real-time monitoring pour voir qu'est-ce qui s'est passé, si c'est passé. Quand on parle de Microsoft sur la partie cloud, surtout la partie Microsoft 365, on a plein de produits dans tous les coins. Donc tout ça, on va les définir comme des services. Donc que ce soit la Power Platform avec Power BI, c'est un service. Que ce soit toute la partie vraiment Outlook, PowerPoint, etc., c'est géré par le service qui est Microsoft 365. Et l'une des choses qui est importante à retenir sur tous ces produits, c'est qu'en fait, ils vont se fier à un annuaire central. Cet annuaire central, donc pour les plus vieux, c'était Active Directory lorsque on a ça en data center on-premise, mais online, maintenant, ça s'appelle Microsoft Intra ID. C'est vraiment cette chose qui va gérer tous les services et qui va avoir des permissions sur différents services. Euh, donc, du coup, cet annuaire central, Microsoft Intra ID, va avoir des permissions sur tous les services. Et donc, dedans, on va aller avoir un compte. Donc, ici, je vous ai mis en fait toutes les recommandations que je fais pour un compte qui va venir manager les services. Donc, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on va parler de messagerie ou de documents, on va plutôt parler de documents, ça va nous intéresser avec la partie gouvernance. Aujourd'hui, les documents vont être mis dans des sites SharePoint. Et lorsque ces documents sont mis dans des sites SharePoint, la personne qui va manager toute la partie service SharePoint, c'est un SharePoint Administrator. Ce SharePoint Administrator, aujourd'hui, ce qu'on va recommander lorsque on va avoir un compte pour faire cette partie d'administration, c'est d'avoir un compte Cloud Only. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des synchronisations d'identité, d'avoir un compte qui soit à la fois on-premise et online. Je ne recommande pas ça. Il faut avoir un compte qui soit cloud only.
Pourquoi? Parce que on va éviter un effet cascade en ayant un compte qui se situe seulement dans le cloud et qui permet de faire l'administration seulement du scope cloud. Donc ce compte-là, je vous ai mis un petit schéma de qu'est-ce qu'on va avoir dans ce compte-là. Ce compte-là, aujourd'hui, donc quand on parlait du Assume Breach, on a toute la partie de monitoring d'un compte cloud. La partie monitoring du compte cloud, elle va se faire au travers de différentes choses, dont Microsoft Sentinel. Aujourd'hui, dans Sentinel, vous pouvez avoir une extraction de tous les logs et de tout ce qui se passe, on va dire, sur le compte. Et avec Sentinel, vous allez pouvoir traquer vraiment des actions qui sont faites par vos administrateurs afin d'avoir un monitoring granulaire de ce compte-là. On va avoir toute une partie d'accès. Alors, toute la partie d'accès, l'une des choses, c'est que quand vous avez ces comptes-là, l'une des premières choses importantes, c'est le MFA. Quand on utilise un compte d'administration, on n'utilise pas simplement un mot de passe. On va aller mettre des sécurités additionnelles. Aujourd'hui, vous avez Authenticator sur les téléphones mobiles, tout le monde le connaît. La chose qu'il y a, c'est qu'Authenticator aujourd'hui n'est pas considéré comme quelque chose qui est phishing proof. C'est-à-dire qu'on peut faire des portails captifs pour intercepter l'Authenticator. Pour aller plus loin, la chose qu'on va vous recommander, c'est d'aller vers ce qu'on appelle du FIDO. Donc, j'ai une petite clé, là, vous pouvez la voir à la caméra. C'est une clé FIDO qui est biométrique. Donc, en fait, afin de faire mon administration, je vais me connecter, mettre ma clé et faire une connexion biométrique avec mon doigt. Vous avez Windows Hello qui marche aussi très bien pour ça. Windows Hello va vous permettre de faire, vraiment, c'est une reconnaissance faciale qui est appliquée sur Windows Hello afin de vous connecter. On essaye vraiment d'aller vers ce qu'on appelle, donc, vous avez une liste sur le site de Microsoft pour toutes les parties phishing proof. Donc, essayez vraiment, quand vous faites de l'administration, d'aller sur du phishing proof MFA, du MFA qui ne peut pas simplement être piraté pour le moment. Une autre chose, c'est le device. On va éviter d'utiliser des PC personnels pour faire de l'administration. Quand on fait de l'administration, on va utiliser ce qu'on appelle un PAD, un Privilege Access Device. Je tiens important sur la définition du PAD. Pourquoi? Parce que Microsoft, en fait, ils ont une définition aussi qui s'appelle le PO, qui est la Privilege Access Workstation. Et si vous cherchez Privilege Access Workstation dans leur documentation, désolé, vous allez trouver des fois des choses qui sont legacy, des anciennes documentations. Alors que si vous prenez Privilege Access Device, vous allez trouver la nouvelle documentation qui est vraiment le hardening, toute la partie de sécurisation d'un device pour faire de l'administration. Just-in-time roles, donc les parties quand on va avoir un rôle, donc aujourd'hui on parle de documents, donc on va parler de SharePoint. Donc si on parle de documents SharePoint, le deal sur ça, c'est d'avoir des rôles just-in-time. Donc par exemple, on va avoir un rôle de SharePoint admin pour faire l'administration, par exemple, pendant 4 ou 8 heures, mais jamais on va garder nos rôles en permanence. Garder les rôles en permanence, c'est juste la porte ouverte du coup, à ce que quelqu'un nous pirate et ait des rôles permanents partout sur notre environnement. Les access review aussi. Access review, c'est de se dire, ben oui, quand il y a quelqu'un qui est admin, on va revoir s'il a toujours besoin d'être admin. La recommandation sur ça, c'est de le faire de manière mensuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, concrètement, demain, j'ai quelqu'un qui quitte la boîte et des fois, il n'y a pas de revue de permission. Le compte est toujours actif 6 mois plus tard et le Toto, il a toujours ses permissions. Donc, du coup, la personne a quitté la boîte en très mauvais termes. Ça s'est très mal passé avec lui. 6 mois plus tard, son compte d'administration est toujours actif parce qu'on a oublié de faire cette fameuse access review. Et au résultat, bah, bam, il va pouvoir vraiment venir nous attaquer. La partie Continuous Access Evaluation, donc ça, on va pas trop rentrer en détail, mais en gros, c'est de toujours revoir ce qui se passe en temps réel sur le compte. Vous avez des nouvelles choses. Je vous invite à aller voir les parties ZTNA chez Microsoft qui permettent de voir en temps réel, on va dire, la connexion du PC aux environnements Microsoft. Et si on a des divergences qui se passent dans les events, ça va nous permettre de couper la connexion.
Donc ça, c'est toute la partie accès. Maintenant, la partie management. Donc la partie management de ce compte-là, vous avez ce qu'on appelle Intra-ID Governance chez Microsoft. Ça vous permet de faire ce qu'on appelle des access packages, donc des paquets d'accès pour donner des droits spécifiques aux personnes. Cela va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'après, on va parler d'access package aussi pour les données. On parlait de permissions. Les permissions, il y en a vraiment à tous les niveaux. Et généralement, là, on parlait de services. Donc aujourd'hui, par exemple, quand on manage un service comme SharePoint, la chose qui va se passer, ou Exchange, eh ben, on va devenir Exchange Administrator ou on va devenir du coup SharePoint Administrator. Après, généralement, vu qu'on parle de Just Enough Access, on va aller dans le produit directement. Et quand on est dans le produit, comme dans Exchange, vous allez avoir par exemple quelque chose qui s'appelle Recipient Manager pour juste manager une partie des récipients d'Exchange. Le problème qu'il y a, c'est que cette permission, elle n'est pas dans Intra-ID. Et cette permission n'a pas de just-in-time. Elle respecte le Just Enough Access, mais elle est permanente. Et c'est là où ça va nous poser un peu de soucis parce que ce qu'on cherche à avoir, c'est quelque chose qui est Just Enough Access et Just-in-Time. Donc voilà, ce que je vous disais, Just Enough Access qui est vraiment dans le produit directement, mais pas dans la partie annuaire intra-ID. Dans Exchange, par exemple, lorsqu'on a des recipient managers, on peut les découper par pays, ce qui est très utile. Par exemple, je peux avoir une personne qui va juste manager la France, une personne qui va juste manager la Belgique ou juste l'Algérie. La chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand on est Exchange Admin, on a les droits partout, sur tous les pays. Donc, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon, bah, on va mettre un groupe qui va être récipient manager juste de la France. Et une fois qu'on a ce groupe-là, on peut le manager dans Intra-ID. Donc, du coup, ça va nous permettre, au niveau Intra-ID, qui est au-dessus, en utilisant des groupes, de faire du management de permissions avec de la granularité. Donc, pour vous montrer, en fait, lorsque j'ai ce petit groupe-là, donc j'ai mon petit groupe de management de la France, et donc la chose que je vais faire, c'est que je vais activer dessus PIM. Petit disclaimer, PIM, qui permet de faire du just-in-time, c'est Intra-ID P2. Il va falloir sortir malheureusement le porte-monnaie, mais généralement, quand on parle de just-in-time, c'est rarement gratuit. Donc vous pouvez activer ce qu'on appelle PIM for Group. Donc PIM for Group, on va l'activer et ça va nous permettre de se dire qu'aujourd'hui, les personnes qui veulent être récipient manager France dans Exchange peuvent l'avoir pour 4 heures. Et donc du coup, ça va nous mettre du just-in-time sur Exchange sur quelque chose qui en fait à la base n'existait pas. C'est une méthode, donc vous utilisez des groupes dans vos produits et après, vous activez PIM for Group et ça vous permet d'avoir du just-in-time granulaire sur des permissions. Une des choses qu'on va faire toujours, bien sûr, c'est que quand on va activer des permissions, on va réclamer des justifications. Donc la personne va me dire pourquoi tu l'actives. Généralement, je vous recommande de mettre un ticket Jira ou un ticket ServiceNow, ce qui peut être très bien, et aussi d'avoir des approuveurs. Donc c'est vraiment, on a cette partie qu'on disait validate ou access what, et ben c'est toujours d'avoir une personne qui va revoir les permissions, de se dire, bon, bah, est-ce que Toto a vraiment besoin aujourd'hui de manager les récipients France? C'est toujours, on passe par un approuveur. Là, je vous ai mis par exemple InfoSec, qui sont généralement les approuveurs de ça. L'une des choses aussi qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle les parties administratives unit. Donc du coup, on avait ces parties-là où on se dit, bon, bah, une personne qui manage des groupes, généralement, quand elle va pouvoir manager des groupes, elle va avoir les permissions sur tous les groupes. Et le problème qu'il y a, c'est que là, on vient de faire des groupes qui sont spéciaux pour les permissions. On a fait un groupe pour manager du Exchange granulaire. Si j'ai un Toto qui est juste groupe admin et qui arrive à manager tous ces groupes de permissions, c'est un gros souci en fait. Parce que du coup, c'est des groupes qui sont dits sensibles. L'une des choses que j'avais dans un travail ce qu'on appelle les administrative units. Euh, il y a des personnes qui connaissent les organizational units dans Active Directory à l'ancienne qui permettaient de ségréguer toutes ces parties-là. Actuellement, dans un travail c'est les administrative units. Vous n'avez pas forcément la même granularité qu'une OU, mais cela va vous permettre vraiment d'avoir des groupes qui vont être isolés. Et donc, vous allez faire ce qu'on appelle, moi je l'ai appelé par exemple T0 Admin Groups. Donc, je mets mes groupes d'administration, je les mets dans une administrative unit dédiée.
Et après, je vais la protéger avec ce qu'on appelle le Restricted Management Administrative Unit. Lorsque vous le mettez, ça va vous permettre que les personnes qui n'ont pas de droit dedans, de casser l'héritage et d'éviter que les personnes modifient ces groupes-là. Je vous ai mis quand même un petit tableau à droite parce qu'il y a quand même des choses qui sont toujours permises, même si vous cassez l'héritage. Donc, l'une des choses qui est importante, c'est que quand vous managez des personnes, des groupes, le but, c'est d'avoir des personnes qui ont des permissions que sur leur scope. Généralement, j'ai des administrative units par pays. Comme ça, je m'assure que les personnes qui font du support en France ne managent que les ressources françaises. Euh, une fois qu'on a fait toute cette mise en place, on va parler de l'impact sur la gouvernance des données. Donc, on a parlé de permission, ça c'était cette partie d'admin. C'est bien mignon. Maintenant, je vais vous parler vraiment de la partie data et gouvernance des data. En quoi cette chose-là, ces groupes avec des permissions just-in-time vont être importantes sur la partie de gouvernance des données. Aujourd'hui, lorsqu'on va parler de SharePoint, on va avoir ce schéma qui est relativement moche parce qu'il est croisé de partout. Et encore, voilà, faut y aller. La première chose qu'on a, c'est que lorsqu'on arrive par défaut sur un SharePoint, il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle du most permissive. Ils se sont dit, bon, bah, lorsque je vais partager un fichier, juste le lien de partage, on peut le partager sur un anyone. Et alors, partager sur un anyone, c'est-à-dire tous les gens qui ont le lien, c'est open bar, ils peuvent l'ouvrir et c'est parti. Pas besoin de se connecter. Donc, par conséquent, on ne sait pas qui accède à la donnée. On peut se faire voler de la donnée. Il y a des partages, des fois, même des personnes peuvent effacer la donnée en face, ce qui est relativement risqué. L'une des choses qu'on va avoir après, c'est on peut partager avec toutes les personnes qui sont dans l'organisation. Donc là, l'organisation s'appelle SharePoint. Toutes les personnes qui sont dans l'organisation, avec le lien, on peut leur partager. Ça, déjà, c'est un premier niveau de sécurité. Le deuxième, c'est les personnes qui ont déjà l'accès. Donc là, on va comprendre les personnes qui sont directement dans l'annuaire. Et le dernier, c'est juste les personnes spécifiquement. Lorsqu'on arrive sur des spécifiques, généralement, c'est pas mal parce que on peut lui dire oui, je partage avec toi, toi et toi. Le moins permissif, généralement, c'est de se dire que des personnes à l'intérieur. Mais du coup, ça veut dire même pas les guests, même pas les clients, ce qui peut se compliquer. L'une des choses qu'on fait généralement, c'est que le anyone, par défaut, c'est adieu, on ne fait pas d'anyone. Avoir du anyone, c'est très compliqué, ça implique des risques. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer un peu le pin data. Pin data, c'est quoi? C'est que en gros, j'ai pris une librairie SharePoint, donc là où j'ai des documents, et j'ai pris mon groupe. Donc j'ai mis mon groupe qui est RCP Manager France, et j'ai dit que ce groupe-là peut accéder à ce folder où j'ai mes datas sensibles. Qu'est-ce que ça a fait du coup? Ça fait que du coup, mon groupe peut accéder à ces données-là. Mais en fait, ce groupe-là, on a mis PIM dessus. Donc en fait, je n'appartiens pas au groupe à moins que je me donne l'appartenance au groupe. Donc du coup, vu que j'avais PIM sur ce groupe-là, la chose qui va se passer, c'est qu'en fait, je vais activer mes permissions. Et lorsque j'active mes permissions dans le portail PIM, je vais pouvoir accéder à la data. Et donc en fait, en mettant des groupes de sécurité sur des folders avec du PIM, vous pouvez avoir du just-in-time sur des parties d'accès à la data. Et ça, c'est une partie en termes de gouvernance qui va vous offrir beaucoup plus de granularité et de sécurité. Je ne vous conseille pas de le mettre partout. Si vous le mettez partout, ça va être à une usine à gaz. Mais par exemple, des fois, je vais avoir, on va dire, le petit dossier du COMEX. Et ben concrètement, lorsque je vais avoir des dossiers sensibles du COMEX, je vais leur dire, voilà, aujourd'hui, des personnes qui accèdent aux dossiers sensibles du COMEX vont le faire seulement s'ils en font la demande, que c'est à preuve et que ça va être seulement pour la journée. Avoir des accès permanents des fois à des datas ultra ultra sensibles, on va dire du top secret, hein, mais du coup, ben, concrètement, j'ai du top secret et ben je vais pouvoir avoir un accès juste pour 8 heures à cette data-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est sympathique à mettre en place en termes de sécurité. Access Review. Je vous ai mis un peu ce que moi je fais en termes de droit.
En gros, aujourd'hui, je suis une personne. Moi, j'accédais à la data du COMEX, par exemple. Je vais faire une access review, ce qu'on appelle multi-level. Donc, la première chose que je vais faire, c'est je vais demander à cette personne-là, au user, est-ce que tu as toujours besoin d'accéder à la data précisément? Est-ce que tu as besoin de faire partie de ce groupe-là qui accède à la data? Il va me dire oui, non, ou il va pas me répondre. Si il va me dire oui, je vais lui demander une justification. Et après, ça va être revu par un groupe, donc un groupe d'accès, donc IAM généralement, qui revoit les accès aux choses, aux data. Et eux, après, vont faire une revue de savoir si cette personne-là, effectivement, a besoin de ses droits ou pas. Si l'utilisateur ne me répond pas, si l'utilisateur me dit non, je vais révoquer ses droits. Généralement, ce qu'on fait, c'est que c'est pour ça, ce qui est bien, c'est que le ne répond pas est très important. Pourquoi? Parce que si une personne quitte la boîte, elle va être en incapacité de répondre et du coup va perdre ses droits, ce qui me permet automatiquement de pouvoir du coup faire le ménage sur des permissions à travers ces groupes de sécurité qui ont des access reviews. On va parler des risques de partage. Donc, je vous ai parlé des risques de partage sur la partie SharePoint. Sur la partie SharePoint, en fait, concrètement, vous aviez, du coup, vous avez les Anonymous Links, les Organization Wide Links et les Guest Links. Je vous ai montré dans SharePoint, par défaut, en fait, quand vous faites le partage, vous avez des liens où les personnes n'ont pas forcément besoin de se connecter, ils y accèdent, ils peuvent modifier et c'est open bar. Ce qui va être bien, c'est que du coup, avec la partie TeamsFox, vous allez pouvoir identifier tous ces liens-là, de savoir quels sont les liens qui sont anonymes, de savoir justement les liens qui sont partagés à travers toute l'orga ou toutes les parties qui concernent justement les partages avec les guests. Donc, pour la partie Sigfox Automated Governance, donc, ces premières parties, ce qui est bien, c'est que quand vous allez avoir toutes les parties Anonymous Link, donc après, on verra ça en démo avec Marwen, la chose qu'il y a, c'est que concrètement, les liens anonymes dans Teams, vous allez pouvoir justement les set to private. Quand vous faites un set to private, ça va vous permettre d'éviter d'avoir des partages anonymes à l'extérieur. Les parties organization wide, ça va vous permettre d'éviter, vraiment, vous avez un remove et vous allez pouvoir directement éviter d'avoir des OneDrive, des fichiers OneDrive partagés dans toute la boîte. L'une des choses que je vois tellement, hein, c'est le petit OneDrive. Oui, bonjour. HR, ils arrivent, ils ont un dossier OneDrive et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont partagé ça open bar. Ils ont fait clic droit, partager, j'ai le lien. Bon, voici votre départ anticipé. Voici le lien de votre document de départ anticipé dans mon OneDrive. Je le partage avec un utilisateur et en fait, au final, je vais juste envoyer le lien et c'est ce qu'on appelle un Organization Wide Links. Et ça veut dire que en fait, si quelqu'un trouve le lien autre que la personne à qui il est destiné, et ça c'est open bar et c'est pas ouf du tout, surtout quand on parle de documents RH. Vous allez avoir aussi des parties de governance automation. Donc, ils ont des automatisations chez TeamsFox qui aujourd'hui, en fait, vous permettent de manager des parties vulnérabilité. C'est un des bons sujets du SOC, c'est d'avoir une identification des vulnérabilités. Aujourd'hui, ils ont des automations qui vont vous permettre, par exemple, d'archiver les teams qui sont inactifs. On a beaucoup de teams inactifs, par exemple, ça arrive très souvent. Et des fois, on va faire un petit combo. Alors, un Teams inactif avec un partage anonyme, avec des documents sensibles. Et là, on a toute la moulinette du combo qui va pas. Et ça, par exemple, aujourd'hui, chez TeamsFox, on va avoir la démo de Marwen. Vous allez avoir des fois des automations qui vont vous aider à ça. Euh, donc, du coup, on va aller plus loin. Je ne sais pas si tu veux faire la démo avant, Marwen, ou on fait d'abord copilote. Euh, Si tu veux, tu peux enchaîner avec Copilot et après je fais la démo de toute la Mhm. partie. Ça te va? Super, on fait comme ça. Parfait. Euh, Petit track sur Copilot, en fait. Donc, en fait, une des choses qui est importante sur la data, quand on prend ce cas-là, Copilot, en fait, il a un grounding. Qu'est-ce que c'est le grounding? En fait, c'est qu'aujourd'hui, Copilot ne va aller chercher. Donc, je pense que vous utilisez peut-être plus ou moins Copilot. Vous avez dû en entendre parler. Microsoft le tartine à toutes les sauces.
En gros, aujourd'hui, quand je vais aller, le plus important de Copilot, c'est d'aller chercher de la donnée. Donc, je lui dis, va me chercher un mail qui concerne ici, ça et ça et ça. OK. Il y a un grounding. Le grounding, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, Copilot n'est capable d'aller chercher la donnée que sur celle que vous avez accès. Le problème, c'est que des fois, on avait ces fameux organization-wide links. Donc en fait, il y a des gens qui ont fait des partages transverses dans toute la boîte. Donc par conséquent, même si vous ne le savez pas, même si vous n'avez pas le lien, vous y avez accès, vous avez les permissions. Du coup, ça donne que le grounding de Copilot peut y accéder. Donc, par exemple, on peut poser une question qui n'est pas très saine, mais est-ce que les RH ont prévu de virer des gens dans les 6 prochains mois? Et ben, si en fait, par exemple, cette donnée est publique, le grounding de Copilot va pouvoir aller la chercher. Et c'est ça le point sur la gouvernance de Copilot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne qui va vous encourager à faire le Copilot va vous dire, regardez votre donnée avant. Parce que si vous regardez mal votre donnée, si vous l'avez mal sécurisée, mal ségrégée, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez pouvoir trigger certaines choses. Par exemple, des données qui sont RH, des données qui sont sensibles dans votre boîte. Et ben avec Copilot, lorsque vous allez poser les mauvaises questions, et ben vous allez avoir les bonnes réponses. Et ça, c'est très mauvais. Donc, ça, c'est vraiment ces défauts de permission, je vous l'ai mis ici. J'aimerais avoir des informations RH. Et ben, quand on a des permissions qui sont générales à travers toute la boîte, qu'elles soient corporate ou sensibles, ben, le problème, c'est que bah, ça va marcher. Quand on va mettre les permissions sensibles et qu'on va les isoler, qu'on va éviter de les partager dans toute la boîte, Copilot va pas être capable d'aller les chercher parce qu'il se base sur vos permissions. Et du coup, ça va être bon, vous allez avoir pas les bonnes informations RH, vous allez avoir que celles qui vous sont destinées. Pour ça, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un Teamsfox, il y a le Copilot Readiness qui vous permet de voir tous les links qui sont partagés à travers toute la boîte. Et donc, du coup, c'est là qu'on va avoir une belle démo de Marwen pour vous montrer tout ça. Yes, merci Clément pour la présentation. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je me présente très rapidement. Marwan Kchao, je suis directeur technique de TeamsFox. TeamsFox, en quelques mots, c'est une plateforme SaaS qui permet de faciliter et centraliser la gestion des environnements Microsoft 365. Et on sait que c'est compliqué en général pour les administrateurs. Donc, TeamsFox propose plusieurs fonctionnalités. Il y a la fonctionnalité de licence, par exemple, pour pouvoir gérer, réduire les coûts et pouvoir monitorer les licences qui ne sont pas utilisées, vérifier les services et pouvoir donner des paths de réduction de licences. Il y a la partie Green IT pour toute la partie empreinte carbone, calcul de l'empreinte carbone de l'écosystème Microsoft et proposer également des pistes de réduction de l'empreinte carbone. Il y a la partie également engagement sur les différents services pour pouvoir monitorer, avoir des dashboards sur Exchange, Teams, SharePoint, OneDrive, Copilot et Copilot Studio également. On va parler aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie gouvernance, sécurité et automatisation. Il y a aussi une partie données ROT, c'est les données redondantes, obsolètes et triviales. En fait, ça prépare à la fois les données pour être fiables pour l'indexation de copilote, mais ça permet aussi aux entreprises de pouvoir réduire leurs coûts de stockage pour ne pas acheter du stockage supplémentaire si le quota il est utilisé. Donc aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur la partie gouvernance et sécurité. Donc on va parler de la sécurité par rapport aux données sur les différents services. Donc aujourd'hui, on peut voir sur ce dashboard-là très rapidement la partie des équipes Teams publiques. Donc sur ce tenant-là, on a 115 équipes qui sont ouvertes à tout le monde. Il y a aussi les liens anonymes par service, Teams, SharePoint, OneDrive. Les liens d'organisation, et on trouve généralement énormément de liens d'organisation, comme Clément l'a indiqué, c'est parfois on fait un copier-lien ou partager document, et vu que la policy par défaut, elle est partagée, elle partage un lien d'organisation, donc on se retrouve avec énormément de fichiers qui sont partagés à l'échelle organisation, et ça pose un problème, surtout quand on va intégrer Copilot, mais pas que. Et en dernier, il y a la partie lien.
des invités. Ce sont les liens ou les fichiers qui sont partagés en externe. On peut voir par exemple sur OneDrive, il y a 1,4 million fichiers qui est partagé avec des externes. Potentiellement, il y a des erreurs dans ces fichiers-là, donc il faudra continuer à faire du access review, comme l'a détaillé Clément tout à l'heure. Voilà, donc la partie gouvernance ici également, on a les différentes alertes qu'on appelle alertes, qu'on va détailler juste après. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les alertes, je vais me focaliser sur Teams. C'est un peu la même chose pour SharePoint et OneDrive par rapport à tout ce qui est partage de fichiers. Donc sur Teams, on a cette partie de gouvernance qui permet de voilà, voir l'ensemble des équipes publiques, les équipes qui sont partagées avec des invités. Donc on peut cliquer ici et voir la liste de ces équipes-là. On peut aller un peu plus loin et voir l'équipe en question pour voir l'ensemble des détails, la partie sécurité de données, les informations de cette équipe-là. Donc, on a aussi les équipes qui ne sont pas gérées, que ce soit des équipes qui n'ont pas de propriétaire. Donc, c'est une personne qui a quitté l'entreprise. Elle était toute seule dans l'équipe. Donc, l'équipe, elle se retrouve sans propriétaire. Ou des équipes qui ont des comptes désactivés, des propriétaires avec des comptes désactivés. On parle aussi des équipes avec accès à l'échelle de l'organisation. Donc là, on va prendre quelques exemples. On peut voir qu'il y a des équipes qui ont des dizaines de milliers de fichiers partagés à l'échelle organisation et c'est probablement des erreurs. Donc ce que TeamsFox permet, ça permet d'identifier ces teams-là, mais ça permet aussi de pouvoir prendre des actions individuelles au niveau de l'équipe, mais aussi on peut prendre des actions en masse pour notifier les utilisateurs, par exemple, et les sensibiliser sur le fait qu'ils ont des liens partagés avec l'ensemble de l'organisation. Par exemple, ici, avec un mail prédéfini qu'on pourra modifier, les notifier via une application qui s'appelle MyTeamsFox. C'est une application Teams qui permet de voir, voilà, en tant qu'utilisateur, mes fichiers, mon empreinte carbone, et pouvoir gérer le système ou la gouvernance d'une façon autonome. Et après, je peux prendre des actions comme supprimer les liens d'organisation si j'identifie que ce sont des équipes qui ne devraient pas avoir des liens d'organisation ouverts à tout le monde. Je peux aller un peu plus loin dans le détail et voir l'équipe Teams. Je peux voir le détail de sécurité des données, les liens anonymes, les liens à l'échelle de l'organisation, les invités masqués ou les utilisateurs masqués. Invités masqués ou utilisateurs masqués, c'est juste des invités ou des utilisateurs qui ont accès à des fichiers sans être dans la liste des membres ou des guests d'une équipe. Et c'est très compliqué pour un propriétaire de pouvoir les identifier parce qu'il faudrait aller fichier par fichier et vérifier les accès sur chaque fichier d'une équipe, ce qui est presque impossible à faire. Donc TeamsFox permet de remonter toutes ces informations-là. On se base également sur tout ce qui est sensitivity label, donc on se base si un document est hautement confidentiel ou confidentiel. S'il y a des risques de sécurité, on peut aller directement voir ces risques-là, identifier les fichiers, dire OK, ça c'est un fichier qui ne devrait pas être partagé avec tout le monde et potentiellement prendre des actions pour supprimer ce lien de partage ou ce shadow guest, ces permissions spécifiques sur ce fichier. Je reviens sur la gouvernance. Donc, il y a l'accès anonyme, pareil. Ce qu'on disait tout à l'heure, les équipes avec des invités masqués, ce qui peut être parfois un peu compliqué à gérer parce qu'on donne des accès à des guests et après on oublie ou on n'a pas forcément conscience de l'ensemble des guests. Et là, on peut tout simplement voir cette liste-là, ces fichiers-là et qui a droit sur ces fichiers-là peut voir aussi même l'accès si c'est en lecture seule ou en modification, etc. Après, il y a toute la partie gestion voilà, des équipes avec seulement des invités. Il y a tout ce qui est oversharing. Ce qu'on appelle oversharing, c'est avoir beaucoup trop de membres ou beaucoup trop d'invités sur une équipe. Ça, on peut le définir, un administrateur peut facilement le définir sur TeamsFox en modifiant quelques paramètres pour adapter aux policiers qui sont en interne. Donc là, c'est vraiment un tenant client avec des données anonymisées. On peut voir depuis la mise en place de TeamsFox ce que TeamsFox a contribué pour mieux gérer
gouverner l'écosystème et on peut voir qu'il y a une réduction assez importante sur l'ensemble des alertes. En général, c'est ce qu'on voit chez nos clients parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de ces problématiques-là. Il y a une partie sur la gouvernance qui est la gestion du cycle de vie. Donc, c'est important de pouvoir identifier les équipes Teams inactives, par exemple, pouvoir les lister, pouvoir les notifier pour savoir si on garde ces équipes-là ou on devrait les supprimer et d'autres cas d'utilisation que vous pouvez voir juste là. Donc, sur la partie gouvernance, comme j'ai mentionné, c'est pareil sur OneDrive, sur SharePoint. Je vais vous montrer juste rapidement la partie gouvernance sur Entra-ID. C'est les comptes invités qui sont inactifs. La notion d'inactivité, là, ça vient principalement de la dernière connexion. Donc, ce sont des comptes qui ne sont pas connectés ou qui se sont connectés dans un délai qui est supérieur à 180 jours. On peut modifier le délai. Et on sait que c'est très compliqué de pouvoir désactiver ces comptes-là, les identifier, etc. Donc là, on peut facilement créer une automatisation que je vais vous montrer tout à l'heure, prendre des actions directement pour les notifier, désactiver les comptes ou les supprimer s'ils ne devront pas être synchronisés encore avec notre Entra ID. Donc voilà, grosso modo, sur la partie gouvernance. Il y a une partie aussi hyper intéressante, c'est la partie sécurité. Sur la partie sécurité, il y a tout ce qui est métrique de connexion. Donc on peut voir ici le nombre de connexions. Et ce qui est en général intéressant de voir, c'est surtout s'il y a eu des pics de connexions qui ont échoué. Donc potentiellement, il y a des potentielles attaques ou problématiques qu'il faut surveiller. Il y a quelques dashboards qui permettent de voir les applications les plus utilisées, une carte pour voir la répartition des connexions. Et on peut voir sur la partie alerte ici deux cas d'utilisation. C'est les connexions qui ont échoué. Donc, ce sont la liste des utilisateurs qui ont fait des connexions échoué. Et on peut voir, par exemple, si on trie, on peut voir que cet utilisateur-là a essayé de se connecter 1339 fois de Taïwan. Donc, potentiellement, c'est un problème. Ça devient plus grave quand l'utilisateur n'est pas inscrit au MFA. Donc là, on peut prendre directement des actions ici pour essayer d'imposer tout ce qui est MFA, désactiver le compte ou révoquer toutes les sessions si on considère qu'il y a eu peut-être une tentation d'attaque sur ce compte-là. On a aussi la partie connexion de plusieurs endroits. Ce qui est problématique, c'est quand on se connecte le même jour de plusieurs endroits, de plusieurs pays, mais qu'il y a énormément de failed sign-in, c'est potentiellement un signe également d'attaque. Voilà, ça sur la partie connexion. Il y a une autre partie qui est l'MFA. Donc là, quelques dashboards comme on l'a partout dans Teams Fox. Mais on peut identifier les administrateurs qui n'ont pas d'MFA, ce qui est qui pourrait être très critique, surtout quand on a des droits admin. Et là, on peut également prendre des actions au niveau où notifier l'utilisateur, l'administrateur pour le sensibiliser à ça. Je vais juste prendre encore 2 minutes pour montrer la partie automatisation. Donc, on sait qu'on peut prendre partout des actions, que ce soit sur la partie gouvernance, licence ou sécurité, ou IoT également. Donc là, on a un module d'automatisation. Il y a ce qu'on appelle des templates qui sont prédéfinis. Par exemple, pour la licence, supprimer les licences qui sont inactives, etc., etc. Donc, on peut prendre un exemple d'automatisation prédéfinie ou on peut créer notre propre automatisation. Je peux créer une automatisation, par exemple, sur Teams pour gérer toute la partie gouvernance. Je peux dire, OK, c'est un workflow qui doit tourner tous les mois, le premier jour du mois, par exemple, à un certain horaire. Et après, je peux dire, OK, pour les équipes, je vais prendre le cas des équipes inactives, je vais les notifier. Équipe inactive, là, je vais les notifier avec un mail qui est prédéfini. Je confirme la partie email et après, s'il n'y a pas eu d'action de leur part, je peux prendre une action et dire, OK, je vais mettre un délai. Je vais
euh, archiver ou supprimer l'équipe après un délai de 30 jours, par exemple. Et là, en créant cette automatisation-là, je dis, OK, il y a un certain process à respecter. On notifie d'abord les utilisateurs, on prend des actions et c'est un workflow qui va tourner tous les mois ou toutes les semaines ou tous les jours. Et ça permettra de gérer toute la partie gouvernance sans devoir aller faire l'action manuellement. Et on sait que ça prend énormément de temps. Donc voilà très rapidement sur la partie gouvernance TeamsFox. Il y en a énormément d'autres fonctionnalités, donc n'hésitez pas si vous avez des questions de revenir vers nous. Euh, Aujourd'hui, on s'est focalisé sur la partie gouvernance, mais il y a également d'autres fonctionnalités que j'ai citées au tout début. Voilà pour ma part, Clément. Je te redonne la main. Yep. Bah, on arrive vers la conclusion. Je me suis demandé comment faire une conclusion. J'ai demandé à Copilote, je me suis dit ce que ça donnerait. Ça aurait pu être drôle, mais la réponse n'était pas forcément la plus satisfaisante. Euh, les clés pour avancer avec confiance. Anticiper les menaces grâce aux outils avancés de protection et d'analyse. Mettre en place des politiques de gouvernance robustes et évolutives. Sensibiliser et former les utilisateurs pour renforcer la cybersécurité. Exploiter l'IA de manière éthique pour améliorer l'efficacité tout en restant conforme aux régulations. C'est pas mal comme 4 points quand même par copilote. Mais bon, on va essayer quand même d'éviter ça. Mais pour faire une conclusion sur ça, en fait, euh, l'une des importances de la gouvernance des données, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vous devez sensibiliser les utilisateurs. L'une des premières choses, c'est qu'en fait, quand vous arrivez avec un utilisateur, il doit reconnaître c'est quoi une data qui est dite confidentielle, hautement confidentielle ou personnelle. Si aujourd'hui vous arrivez à bien labelliser votre data, vous allez pouvoir vraiment progresser et avoir justement une meilleure gouvernance. Aussi, bah, comme quand on est à la maison, il faut faire le ménage. Ça, c'est important. Toujours très important de faire le ménage et de se dire, bon, bah, là, j'avais de la data qui est dite actuelle, de la data qui est dite obsolète, des données vraiment qui sont, voilà, les accès qui sont actuels et des accès obsolètes. Pour avoir vraiment une partie gouvernance et sécurisation sur ça, il est très important déjà d'attaquer ce morceau-là, de se dire qu'est-ce que j'avais comme accès obsolète, est-ce que je peux passer le coup de balai pour pouvoir justement avancer. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vraiment que vous allez quantifier, qualifier la data et fait le ménage, là vous allez pouvoir aller plus loin dans la sécurité et d'aller vraiment sur de la granularité d'accès comme je vous les ai présentés. C'est vraiment ces deux points-là. Je vous conseille de les prendre dans cet ordre-là. Et une fois que vous l'avez pris dans cet ordre-là, vous allez pouvoir on va dire, mieux vous orienter et mieux avancer. Ces choses-là, des fois, elles peuvent être définies comme de la sécurité et de la gouvernance, mais on peut aussi les définir comme de l'usage. Pourquoi? Parce que, en fait, si votre donnée, elle est bien, du moins, elle est qualitative, elle est bien faite, vos copilotes, iront largement mieux. Vos résultats de copilote seront meilleurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent qui me font ah, j'ai testé Copilote 365, le résultat, c'est pas tip-top. On a une très belle image. Bah, en fait, quand on met un caca dans Copilote, bah, il en ressort un caca arc-en-ciel, quoi. Donc, en fait, c'est concrètement ça. Travailler aujourd'hui sur votre donnée, c'est l'un des sujets les plus importants pour que vos copilotes deviennent efficaces. Et du coup, voilà. C'est c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, je suis là avec plaisir pour les prendre. Et n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. On pourra aussi y répondre avec plaisir. On est tout bon? Eh ben, je vous remercie du coup. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Du coup, je pense qu'on peut cliquer sur End Event. Yep. Yes, je vais le faire.
Yasmine l'a fait.